Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wavestoria. Une annonce à faire aujourd'hui pour une nouvelle collab. On est avec Julie Bertolotti et je l'ai bien dit du premier coup, je crois. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Jean-Raphaël. Salut Julien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul parce qu'après on va vous faire une petite capsule de dégustation de vin avec Julie. Donc forcément, Jean-Raphaël est venu aujourd'hui. N'importe quoi, puisque j'ai dit que je faisais le Dry February, donc... Ouais, c'est ce Il qu'il vient dit. contrôler qu'il y a bien modération. Bah voilà. Alors pourquoi une dégustation de vin, Julie? Tu es œnologue, mais pas que. Tu vas nous raconter tout ça, mais avant, on aimerait bien savoir qui tu es. Qui est Julie? Qui est Julie? Une grande question pleine de complexité, mais je vais essayer de simplifier au maximum, même si j'ai tendance Nous à... avons 2 heures. Voilà. Tu as 2 heures, Julie. Julie, je suis niçoise, aux origines italiennes, comme le porte mon nom de famille, si difficile à dire, mais pas que. Aux origines cachées, non pas cachées, mais normande et bretonne, donc un sacré mélange qui fait que j'aime quand même beaucoup le beurre. Et l'alcool. Salé. Oh, Le beurre salé. Une bêtise, je vais me faire engueuler. Et la dégustation. Plus que l'alcool, la dégustation. De métier, je suis œnologue. Avant d'être œnologue, avant ça, j'ai un parcours scientifique. Je suis scientifique à la base. Moi, j'ai commencé mes études ici, à Valrose, dans la biologie cellulaire, biologie marine, la chimie, tout ce joyeux cocktail qui m'a appris l'analyse, la rigueur, l'observation. Et j'ai poursuivi mes études à Montpellier. Et au moment d'arriver au master, il fallait faire contrôle qualité. Ça me bottait pas trop, en fait, d'être un peu la personne qui allait être détestée à vie. Parce qu'en contrôle qualité, tu passes dans les entreprises et tu vérifies s'ils ont bien mis du sanglier dans le pâté de sanglier qu'ils prétendent vendre. Donc voilà, ça me disait pas trop pour la petite histoire. Et il y avait les études d'œnologie à Montpellier. À savoir que moi, je dégustais déjà du vin. Donc à ce moment-là... j'étais déjà plus âgée, mais j'ai commencé à déguster du vin à l'âge de 15 ans. Les premières bouteilles que j'ai achetées ou que j'ai voulu mettre de côté, j'avais 16 ans. Je faisais les salons à 16 ans parce que j'ai une famille qui m'a pas mal éduquée à l'art du vin, finalement, et à l'art de la table, à la gastronomie. C'est comme ça que je suis arrivée, que j'ai mis un pied dans le monde du vin. C'est pas parce que j'ai des parents qui ont un domaine viticole, des parents vignerons, mais des parents qui aiment bien manger, en somme. Alors on précise quand même que boire du vin à l'âge de 16 ans, c'est pas bien. Oui, non, j'étais en dégustation. C'est-à-dire que c'est de petites quantités et voire on recrache, voilà. C'est ça la définition de la dégustation dans le vin. Donc je reprends mes études œnologie, je me suis dit, tiens, Julie, pourquoi pas lier l'utile à l'agréable, et j'ai candidaté au diplôme, me voilà œnologue, me voilà partie pour être ce qu'on appelle le médecin du vin, c'est-à-dire savoir accompagner les domaines et la santé du vin de la vigne à la bouteille, et donc par cette phase de production au chai. Donc en fait, on va s'assurer qu'il n'y a pas de maladies qui apparaissent dans le vin, c'est-à-dire par des déviances microbiologiques, et faire que le vin est viable et bon à boire, et qu'il n'est pas impropre à la consommation, et qu'en plus il y a ce travail de vinification derrière qui va permettre de faire vraiment émerger tout le profil d'un vin à partir de son terroir, à partir du sol, par la vinification, par les assemblages. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'étapes dans... Pas compliqué, mais dans le travail de production de vin. Et c'est dans ce métier-là que je me suis aventurée. J'ai fait des vinifications à l'étranger, puis voilà, rapidement je me suis mise à mon compte, et certainement que c'est pour ça que je me retrouve là aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est bien présenté? Moi, je garde.
Moi, je garde aussi, hein, on n'enlèvera pas. Alors, si, j'ai quand même une question sur cette partie d'œnologie. Moi aussi. C'est moi qui commence alors? Bon, allez, c'est moi qui commence. En fait, faut que tu prennes l'habitude, mais quand on est en podcast, on se charrie tout le temps. Tous les deux, ça envoie. C'est notre marque de peut fabrique. Ça peut être vite En pénible. plus de mélanger les syllabes dans les noms de famille. Arrête, ça va fatiguer les auditeurs. L'œnologie, dans la manière dont tu en parles, ça veut dire que œnologue, c'est pas quelqu'un qui produit du vin. Tu vas aider les producteurs dans toutes les phases dans toutes les phases de vinification, depuis la vigne, contrôler le vin, que tout aille bien, on le récolte. Ensuite, on l'apporte. Voilà, c'est ça. C'est l'accompagnant. Alors après, c'est pas des cases strictes. Surtout que le métier d'œnologue, il ouvre vraiment beaucoup de portes. Tu peux partir en recherche et développement. Tu peux aller dans la voie commerciale aussi parce que en fait, une grande partie aussi du métier d'œnologue, c'est de être son propre outil et de savoir déguster, de savoir maîtriser ses sens pour analyser, observer, caractériser, c'est-à-dire poser des mots dessus et savoir parler d'un produit, qui est le vin. Donc à partir du moment où tu sais bien parler d'un produit, tu sais le vendre. Donc un œnologue est le meilleur commercial possible pour vendre du vin finalement. Mais en production, ce qu'on appelle, si tu choisis la voie de la production, oui, c'est soit tu ouvres ton propre domaine, hein, donc là tu deviens aussi le créateur, soit effectivement tu es l'accompagnant, tu accompagnes les producteurs, les viticulteurs à faire leur vin. C'est toi qui apportes cette partie finalement science que n'ont pas forcément. Eux, en général, quand il y a une partie connaissance du vigneron, de la vigneronne, ils ont surtout la partie viticulture, et finalement l'œnologue est arrivé en fait avec la chimie, parce ce métier est né pour apporter la science du vin une fois que il est à l'état vin liquide dans les cuves, et qu'il va falloir justement connaître la microbiologie, la chimie, et justement s'assurer que avec les levures, les bactéries, toute cette microbiologie, on sache le maîtriser et optimiser des profils gustatifs, des profils olfactifs. C'est de l'accompagnement. C'est quoi la différence entre la viniculture et la viticulture? Viticulture, c'est à la vigne, et viniculture, c'est plutôt sur la culture du vin. Si on le prend dans tu vois, étymologiquement parlant, viti, c'est le sol, c'est l'étude du sol, c'est la croissance de la production de la vigne, du bois, de la bonne santé. Viniculture, on va plutôt être sur la science du vin, donc c'est-à-dire une fois qu'on a le jus et qu'on l'a transformé en alcool. Moi, j'avais une question, tu y as en partie répondu. Tes études en biologie te servent en tant qu'œnologue. Ouais. Ça va jusqu'où? Mon quotidien. Je suis quelqu'un de hyper rigide, hyper strict, hyper autoritaire comme la science. Non, je rigole. Non, en plus, elle me dit ça. Alors, je sais pas si ça se voit la vidéo sur les réseaux sociaux, mais elle me fait des gros yeux. Un sommelier, il a forcément fait des études d'œnologie? Un sommelier, lui, il arrive après la phase de commercialisation dans le restaurant. C'est lui qui apporte le plus de culture sur les régions, sur les cépages, nous on les connaît, mais lui, c'est la bibliothèque, on va dire gustative, de la connaissance des vins. Mais on peut aller de l'œnologie vers la sommellerie. Moi, je fricote souvent avec le monde de la sommellerie. Mais à l'inverse, c'est plus difficile. Parce qu'il n'y a pas toute cette étude de la science, finalement les coulisses de la production d'un vin et de ce qui se passe dans une cuve. Par contre, une fois qu'on a fait de l'œnologie, qu'on a en commun cette capacité de dégustation, finalement, ben, ça reste de la culture. C'est-à-dire qu'un sommelier, il est formé... déjà, un sommelier est formé aussi à la partie restauration, l'art de la table, le service. Il y a une grande maîtrise du service, l'ouverture des bouteilles, comment c'est un client, les codes un peu... les codes de l'art de la table et du service, normalement, et l'accord mévin. Mais un œnologue sort du diplôme nu, j'ai envie de dire, parce que... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est jamais employé de suite, hein. Quand on sort du diplôme, il faut faire un peu cette transition de saisonnier, d'aller de vinif en vinif à chaque vendange, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on part aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour pouvoir faire 2 vendanges à l'année, parce qu'il faut se former, il faut en voir, il faut faire des régions, c'est-à-dire que si je vinifie en Bourgogne, je saurais
maîtriser la production des vins de Bourgogne et la typicité des sols de Bourgogne, comment ça se retraduit, etc. dans les cuves, mais je saurais pas forcément, entre guillemets, le faire, j'aurais pas la même expertise pour les vins de Bordeaux, pour les rosés de Provence. C'est pour ça qu'il faut bouger de terroir en terroir, de région en région. Et c'est ça que j'appelle cette culture après du vin qui est propre à chacun, mais comme à chaque métier, finalement, un sommelier, s'il se cultive pas sur le fait d'aller voir des domaines, goûter, il sera aussi, entre guillemets, pauvre de son savoir, de sa formation de base. Et t'es obligé de connaître tous les vins ou tu peux pas te spécialiser quand t'es œnologue? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Mais je trouve que c'est propre à chacun d'avoir envie de bouger ou pas, ça c'est une question très personnelle. Moi, à titre perso, j'ai eu envie de beaucoup bouger, mais surtout à travers la dégustation, c'est-à-dire que j'avais ce besoin très très fort, ce qui m'a amené après à mon métier, on va certainement en parler, j'avais ce besoin très très fort de tout connaître, de tout goûter. Je pouvais pas en fait me dire bon bah ça y est je vais arriver dans un château ou dans un domaine puis travailler ou 5 ans ou 7 ans. Bon déjà c'est pas mon caractère sur ça, mais j'avais besoin en me disant mais je suis œnologue, je sais faire du vin, mais je sais pas à cet instant T quand je suis sortie d'études différencier vraiment cette magie du vin qui questionne sur pourquoi le vin de A est différent du voisin B en fait. Et j'avais besoin de comprendre ça avec attention, mot savant, organoleptiquement parlant. Oh là là, comment elle se la pète. Il faut que je mette en place le lexique sur la plateforme. C'est vrai que je l'ai pas encore fait. C'est chiant, les gens qui sortent des mots comme ça compliqués. Tout ça pour nous rabaisser. Non, mais monde du vin n'est pas élitiste. Il est très accessible. Et donc, ce qu'il dit en gros, quelque chose qui est capable de sentir, d'avoir du goût organoleptiquement, c'est odeur, goût, saveur, toute cette sensorialité en fait. Je le savais. Toucher. Très bien. Et donc aujourd'hui, et c'est aussi la raison de ta présence, et on va revenir un petit peu dans le détail là-dessus. Là, tu te présentes, tu es œnologue. On t'entend parler, il y a assez peu de doute sur le fait que le monde du vin te parle et que tu le connais et en tout cas, tu en maîtrises les codes. Mais en fait, tu es en train d'ouvrir, enfin déjà depuis un petit moment, tout ça. Oui. Parce que tu es arrivé sur un truc avec le vin, mais tu te rends compte qu'il y a aussi d'autres choses et tu as découvert d'autres sens, au sens propre d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Ce que j'ai découvert, le point de départ, ça a été les études. C'est la découverte de l'analyse sensorielle. Donc, point 2, vocabulaire. NB. Quel chiant cet épisode. Faut le dictionnaire pour suivre. L'analyse sensorielle, c'est savoir ce qu'on appelle plus couramment, plus vulgairement, j'allais dire déguster. C'est savoir se servir de ses yeux, de son nez, de son palais, de son toucher pour observer des choses et poser des mots dessus. C'est ça l'analyse sensorielle. C'est être capable d'évaluer avec ses sens. Okay. Moi, j'ai compris tous les mots. et en fait, moi, ça a été une révélation pendant mes études. Je me suis dit, mais waouh, en fait, on est un outil formidable. Tout ce que je peux déceler sans rien d'autre que moi-même, en fait. Et j'ai trouvé ça génial d'être dotée de tout ça. Je trouvais que c'était super, déjà amusant et puis fascinant. Donc, je me suis vraiment fascinée pour l'analyse, l'évaluation sensorielle et la dégustation. Et c'est de là où, en fait, j'ai fait un peu une obsession et j'ai voulu vraiment faire que mon activité pro soit centrée autour du fait que mon quotidien, ce soit quasiment que de la dégustation. La décision est partie de là. J'ai vinifié, je suis Provence, Nouvelle-Zélande, je suis revenue m'installer à Nice et j'ai dit non, en fait, comment je peux faire que mon quotidien, ça soit tout le temps de la dégustation. Et j'avais pas envie de partir en sommellerie parce que j'avais pas envie de faire de la restauration, j'étais pas formée à ça. Je dis, je vais inventer mon métier. Et donc, j'ai fait en sorte d'inventer mon métier. Donc, je connaissais rien à l'entrepreneuriat. Mes parents sont pas du tout indépendants. Donc, j'ai dû apprendre tous ces codes-là. Mais le plus important pour moi, c'était de me dire, OK, comment je fais pour déguster tous les jours ? Et donc, j'ai pas rien inventé, mais là, le package, finalement, a été de me dire, je sais ce que je peux apporter au domaine viticole ou aux acteurs du vin qui vendent du vin, c'est de savoir mieux vendre leur vin parce que, moi, je sais l'analyser avec mes sens, je sais comment le décrire pour eux, je sais révéler le potentiel d'un produit, en tout cas, qui est le vin,
en leur donnant les atouts majeurs. J'aime pas parler de faiblesse, mais les atouts du produit et comment il se distingue finalement sur le marché. Et donc, à partir de là, ça a mis du temps, hein. Là, je le résume très rapidement. Ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis à mon compte. C'est pas dès la première année où j'ai trouvé la formule magique pour faire tout ça. Donc aujourd'hui, globalement, je fais du conseil et les vignerons m'envoient, ou les domaines viticoles ou les distributeurs, les importateurs m'envoient leurs vins. Je les déguste et je fais ce côté audit des cuvées du vin, le côté évaluation sensorielle du produit, et puis voilà, on part avec une base où tout est mis à plat sur le potentiel du produit, on repositionne, comment est-ce qu'il était vendu aux bonnes personnes, oui, comment, avec quels mots, il y a tout ce langage aussi autour du produit, toute cette sémantique qui est très importante, c'est ça aujourd'hui mon métier. Mais alors, c'est pas pour être piquant ou quoi que ce soit, mais là, la manière dont tu en parles, c'est une agence de com ultra spécialisée. Non, parce que moi, l'agence de com, si Tu leur dis comment vendre le vin. Bah, plus du marketing. Oui, pour moi, enfin, pas comme marketing. Ouais, plus le marketing, oui. D'ailleurs, je parle de marketing sensoriel. Ouais. Comme non, parce que moi, après, je les accompagne pas dans le comment je me sers de ce matériel. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est stratégie de com? Pour moi, la com, sinon vous me dites si je me trompe, c'est en concomitant au marketing. Par exemple, on a le brief, on sait comment en parler, on sait comment le positionner, on sait quels sont les bénéfices de ce produit. Pour moi, ça, c'est du marketing. La com, elle prend le relais en disant, avec ce cahier des charges. Non, mais je pense que c'est moi plutôt qui m'exprimais mal, mais alors... Ouais, je pense. Pour rebondir là-dessus, il va être long cet épisode, il va être très très long. Pour rebondir là-dessus, un vigneron, il a du mal des fois à décrire son produit. Oui. Il a besoin de toi pour dire il va se passer ça avec mon vin, vous allez pouvoir en faire ça et ça va être pour telle personne. Alors, il y a de plusieurs personnalités dans le monde du vin, mais globalement oui. Pourquoi ? Parce que simplement ils ont tous les jours au quotidien le nez dessus, et en fait l'œnologue il permet de faire un pas de côté par rapport à ces questionnements qui sont de l'ordre de la caractéristique produit, parce que tout vigneron n'a pas le même bagage aussi. Il y en a qui ils sont issus de reconversion, donc il y a aussi cette question de légitimité, autorité. Il y en a, même si c'est de famille en famille, ces nouvelles générations, ils ont envie de changer certaines choses et ils sont pas sûrs d'eux. C'est aussi les mêmes problématiques de l'entrepreneuriat de façon générale. D'ailleurs, je le dis souvent aux vignerons, au domaine viticole, vous avez appris à faire du vin, vous êtes côté viti, mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour vivre de votre activité, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et donc il faut développer ces compétences entrepreneuriales, dont le marketing, pour savoir bien vendre. Donc moi j'apporte ce côté lecture marketing, mais par la science de l'œnologie et par le fait que moi c'est mon truc de savoir poser des mots sur des ressentis, sur des sensations et faire que ça donne envie d'acheter, simplement. On est dans un truc un petit peu curieux parce que tu parles beaucoup de sens et on va en parler, on va y venir là, tout de suite. Mais il y a aussi ce côté scientifique. L'analyse du vin, quand on va te donner une bouteille en te disant fais quelque chose pour mon vin, tu te places comment ? C'est très scientifique, c'est très sensuel. Enfin, c'est les comment deux. Tu fais, alors ta question est super intéressante parce que c'est là où moi j'en ai fait ma marque de fabrique sans prétention, mais c'est la question, est-ce que le parcours scientifique il te sert encore aujourd'hui ? Oui, du coup à fond, parce que l'analyse sensorielle c'est hyper méthodique. C'est-à-dire que je dégusterai jamais la bouche avant le nez, c'est codifié, d'accord ? J'ai une façon de suivre la dégustation qui est codifiée parce que à chaque fois ça va m'apporter une information sur le passé du vin. L'analyse sensorielle, c'est vraiment l'outil scientifique par la dégustation qui va servir à faire un état des lieux à l'instant T pour regarder en arrière et se dire ok, ça a été ça le choix stratégique de production en amont. Mais moi, ce que je fais en plus, parce que ça c'est pour m'avoir la lecture professionnelle œnologique du vin, donc ça c'est hyper scientifique. En gros, si je déguste, j'arrive sur la bouche et que je sens du boisé, du torréfié, du cacao dans le vin, moi je sais que le vin, bon ça c'est une étape facile, mais je sais que il y a eu un élevage sous bois par exemple.
Pour donner un exemple accessible de voilà un point à l'état T de la dégustation et l'information sensorielle que ça m'envoie me donne un indice sur la production. C'est ça l'analyse sensorielle. On regarde vers le passé. Et moi j'ai intégré le fait de regarder en avant. C'est-à-dire que je fais une première lecture analytique du vin par la dégustation, mais après je redéguste, ce que j'appelle la dégustation identitaire. Et là, je suis sur un truc sensuel, connecté, vibratoire, tout ce que tu veux. Chacun placera le mot qu'il veut parce que là, j'ai conscience que c'est une approche qui va pas forcément parler à tous, qui demande d'être réceptif à ça, mais le vin a une vibration, le vin a une mémoire. Et selon ce qui s'est passé autour de ce vin, émotionnellement ou au niveau de l'écosystème, de l'environnement, il y a des choses à lire dans un vin. Et moi, c'est la lecture que j'apporte. Et comment je réunis tout ça, c'est... après, ça, je saurais pas l'expliquer, mais par la sémantique, à force, l'expérience, je vais pas forcément décrire un vin ou un produit, quel qu'il soit, comme que sa caractéristique sensorielle du style, c'est fruité, acide et velouté. Ça, c'est 3 caractéristiques sensorielles. Mais par exemple, je peux très bien parler d'un vin en le disant il est énergique, joyeux et vibrant. Comme si c'était quelqu'un. C'est un ressenti, ça, en fait. Ouais. C'est moins scientifique. Ouais, donc j'ai les 2 approches. Alors, pour les néophytes élevés sous bois, c'est des... Passage en fût de chêne. Fût de chêne, ok. Et sinon, c'est quoi, élevé sous inox? Ouais, cuve inox, cuve béton, cuve... Béton dans du béton. Béton ciré. Ok. J'apprends des trucs, je suis trop C'était content. c'était la première... le premier contenant du vin, c'était du béton. En fait, je crois qu'on va aussi faire une capsule vocabulaire avec ce podcast. On peut. Et donc là, aujourd'hui, alors tu fais pas un grand virage, mais donc justement, tu parlais de mettre des mots sur le vin, mais dans cette collab que tu vas faire avec Wavestoria, puisqu'on te retrouvera tous les mois dans un épisode, cette fois-ci que tu animeras, c'est toi qui toussera derrière le micro et qui triturera un petit peu tes invités. Tu veux élargir ce discours autour des sens. C'est quoi les sens pour toi aujourd'hui et comment tu vas le traduire dans ces épisodes? Qu'est-ce que tu veux raconter? Je veux l'élargir parce que j'aimerais transmettre toute l'importance de cette conscience sensorielle. Et j'aimerais transmettre l'impact que ça peut avoir individuellement sur notre quotidien. Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. L'analyse sensorielle, ça a été une révélation professionnelle, mais individuelle, personnelle en fait. De comprendre que l'environnement, les réactions qu'on peut avoir à son environnement ou dans son quotidien peut dépendre de ce conditionnement finalement sensoriel, qu'on a chacun des sensibilités différentes. Par exemple, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles sur l'ouïe et qui vont pas supporter des environnements bruyants. Moi, je suis très sensible au niveau olfactif, donc il y a plein de fois où une odeur peut me mettre en joie et comme ça peut me pourrir un moment, le pire moment pour moi, c'est me mettre sur une place de cinéma à côté d'une personne qui a mis trop de parfum ou du parfum tout court. Je peux partir de la salle parce que c'est insupportable pour moi. Par exemple, ouais. Donc bref, ça c'est un exemple, mais voilà, dans ce podcast que je vais avoir le plaisir d'animer, ça va être vraiment d'ouvrir au-delà du vin sur cette sensorialité, sur l'importance des sens dans son quotidien, revenir à la conscience des sens, parce que finalement c'est inné, plus personne n'y fait attention, mais c'est génial d'avoir un nez pour sentir, une bouche pour goûter, de la peau pour toucher, et en fait tout ça au quotidien, constamment, comme c'est inné, ça nous envoie des informations et on communique avec ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant d'offrir cette lecture en fait aux auditeurs pour que ça pour qu'il y ait peut-être des déclics, une mise en lumière autre aussi sur tout ça. Et la façon de l'amener, je trouvais ça intéressant qu'on l'amène par tous les produits qui peuvent toucher à cette conscience-là pour que ce soit fun, ludique, voire gourmand. C'est intéressant. Alors moi, je pense toujours à cet exemple, parce que j'ai mon camarade Julien à côté, je pense au marron, avec ce fromage qui sent très fort, et à chaque fois cette réflexion de dire, ça sent super fort, mais c'est super bon. Ouais, donc moi, en fait, on a deux sens qui sont donc complètement... j'ai le truc du Munster, moi. Ah ouais. Comment un truc qui oui, pue Munster, autant peut être c'est aussi pareil. bon?
Voilà, c'est ça, c'est très fort. Et puis tout d'un coup, on te dit, et les gens, beaucoup, moi le premier, disent ouais, ça sent très très fort, c'est vraiment pas bon. Et puis en fait, c'est vachement bon quand on le goûte. Donc on a deux sens qui s'opposent complètement. Mais en fait, c'est toutes ces questions-là où je pourrais pas aujourd'hui par exemple répondre à ça, mais c'est en fait toutes ces questions où moi, je fais partie des gens qui se posent 10 000 questions déjà, mais on a tous des questions non résolues qui nous fascinent. Moi, j'ai mon chéri, c'est toutes ces questions de patrimoine. Ouais. Dès qu'il voit une pierre, il se dit « Mais comment ces types, il y a tant d'années, ils ont réussi à mettre ça là ?» Bon, et il reste sans voix et il est... Bon, ben moi, c'est ces questions-là. Mais comment le cerveau, comment ces connexions, elles sont faites pour que je sente ça et j'ai cette réaction et qu'en fait, tout ça, tu vois. Et j'aimerais explorer ça avec, justement, peut-être ces experts ou de la parfumerie ou de la gastronomie ou du cosmétique, enfin tous ces experts qui, je l'espère, je vais avoir la chance d'interviewer, pourront nous mettre en lumière tous ces interactions avec les produits et donc avec ces questions-là, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que il y a par exemple, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, sans doute, mais d'avoir du vrai Munster en main. Après, t'as les doigts qui sont tout bizarres. Ah oui, ils sont c'est pâteux dessus. C'est pas pâteux, c'est pas collant, c'est pas rugueux, mais il y a que le Munster qui fait ça. Et non, le Livaro ou les pois, ça fait un peu ça. Ouais, c'est pareil, je pense. Mais c'est intéressant parce qu'on c'est pas un truc auquel on réfléchit beaucoup, mais quand on se questionne sur l'essence par rapport à faut pas s'en mettre sur le nez après. C'est clair. Est-ce qu'on perd nos sens ? Est-ce que les sens ont évolué au travers des siècles ? Alors, t'étais pas là, mais nous non plus. Mais est-ce qu'on utilise moins nos sens aujourd'hui ? Et si oui, pourquoi, d'après toi ? Alors, suivant les lectures qu'on peut trouver, c'est pas qu'on les perd, c'est qu'on les sollicite moins. Et après, c'est comme le vélo, hein, ça se ressollicite, ça recrée des connexions nerveuses et ça se travaille. Hein, c'est comme les gammes de piano, ça c'est une bonne nouvelle. On va pas éteindre des sens, sauf si vraiment on les utilisait plus parce qu'il y a le monde digital, par exemple. Mais ne serait-ce que si on s'arrête à cette question-là, on utilise beaucoup la vue et l'ouïe, et à défaut de l'olfaction, par exemple. L'olfaction, ça c'est un sens qui a été mis de côté, qui a été même boudé, et qui a été rejeté. Parce que c'était tous ces sens comme l'olfaction, en fait, ou le toucher, par exemple, c'est des sens de proximité qui étaient impropres à l'origine. Tu vois, donc il y a tout ce côté un peu société à étudier, qui est super intéressant, mais qui ont aussi défini la façon dont un sens a pris position par rapport à un autre. Aujourd'hui, on est sollicité beaucoup par la vue. Et on le voit. Les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est ça, c'est ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette. Les métiers qui explosent en ce moment, de graphisme, de design, on va utiliser des couleurs vives. Enfin voilà, on fait passer des messages à travers l'image, à travers le choix des couleurs, à travers des formes. Mais c'est pas anodin derrière. La signification des couleurs, c'est super intéressant, ça aussi. Après, le podcast arrive en force. C'est marrant parce que quand le podcast a commencé il y a quelques années, est arrivé il y a quelques années en France, beaucoup de gens disaient ouais, non, mais c'est old school, c'est de la radio. Et aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on en fait, parce qu'on est malin. Mais le podcast arrive en force. On parle de 200 millions de podcasts écoutés par mois en France. Enfin, c'est des chiffres qui sont quand même très, très importants. 200 millions avec Webstoria. Avec Webstoria, c'est 22 millions de Français qui écoutent des podcasts mensuellement. On retrouve ce coup de juste... écouter quelqu'un, de se remettre sur ce petit cocon qu'on avait peut-être effectivement un petit peu perdu, même si on aime les couleurs. Enfin, nous, avec Julien, on est photographe, donc l'image nous parle évidemment. Mais c'est bien de retrouver ces sens-là. Ouais, c'est important parce qu'il y a d'autres choses qui se passent suivant le sens qui est sollicité. Par exemple, le son, le fait de mettre un casque, le fait de se mettre dans sa bulle, il y a un rapport à l'intimité qui est complètement différent. Aujourd'hui, quand quelqu'un nous écoute sur un podcast, on partage son quotidien, déjà. Donc le rapport à l'intimité, le message, et il y a au-delà du son, c'est que dans la voix, dans les timbres de voix, il y a des choses qu'on va déceler.
façon ou qui vont toucher des émotions ou des façons qui vont nous parler qui sont complètement différentes que si on avait voulu transmettre le même message par la vue, par exemple. Et puis je trouve les sens, alors moi que je maîtrise pas comme toi et loin de là, alors notamment je trouve un peu dommage, j'ai un odorat qui est complètement pourri, mais vraiment, hein, je ne sens à peu près rien, mais je trouve que les sens, ça nous ramène aussi à nous, à notre histoire. Enfin, on a tous, ces fameuses Madeleine de Proust, mais le toucher, le papier bulle où on claque les j'adore. petits trucs, ça c'est quand on était petit parce qu'on l'a fait. C'est ça. Il y a des odeurs C'est qui ça. vont nous rappeler Mais quelque c'est chose. magique. Et je trouve ça magique en fait. Ça nous raccroche à quelque chose, l'essence. Mais Je ça vais nous... t'offrir un tapis d'éveil à Noël Oh prochain. mais je veux bien, mais oui. Un mais papier Tu bulle. pourras Mais oui, un gratter papier des bulle. trucs, Ah ouais. scratcher, Mais en fait, je trouve ça scratcher. magique parce que individuellement, ça nous... On peut, et c'est ça en fait que j'ai envie d'étudier, que j'explore depuis des années. Alors, je le garde un peu dans mon coin, mais maintenant j'ai envie de le dire, de le partager, parce que je me dis c'est pas possible, c'est trop bien. C'est que ça offre une autre lecture sur sa propre vie. Alors les odeurs, n'en parlons même pas. Moi, du coup, j'ai étudié l'aromathérapie et une partie de l'olfactothérapie avec la méthode Gilles Fournil qui va étudier la thérapie par les odeurs. Une odeur, elle est directement reliée à tes émotions, et donc l'émotion à tes souvenirs. En gros, une odeur, elle peut te permettre de lire tes événements du passé, surtout quand il y a un nœud et un blocage que ton cerveau a décidé de ne plus voir. Et donc, rien que ça, c'est ce que tu dis, il y a des choses qui nous raccrochent à nos conditionnements, parce qu'à nos passés, parce qu'il y a des épreuves qu'on a vécues, que nos sens ont enregistrées, qu'on décidé de garder de côté ou pas. Conditionnement. Donc ça, je trouve ça génial. Les sens pour ça, voilà, il y a tout ce côté mieux-être qui, moi, m'intéresse énormément. Et après, je trouve qu'en plus, collectivement, aujourd'hui, on a toujours eu besoin de créer du lien, mais je trouve, ça c'est un point de vue personnel, encore plus aujourd'hui. On a été séparés, j'ai l'impression qu'on veut retrouver un peu cette connexion à l'autre. Et en fait, tu te rends compte que c'est drôle comme on peut avoir plein de souvenirs communs sans jamais se le dire à soi. Tu vois, le papier bulle, pourquoi ça parle à plein de gens ? Pourquoi c'est jouissif de claquer ces bulle petits trucs. Et qu'est-ce qui fait que quand tu dis ça, de suite on est plus proche ? Parce que je vais te dire, Non, mais c'est vrai. grave, tu vois. L'odeur de la pâte à modeler, c'est vrai. La pâte à modeler, On a l'odeur de la pâte à modeler. la colle, La colle, Ah UU. ouais, les petits là avec le truc, il faut aller Oui. tartiner. La colle Cléopâtre. Ouais. D'ailleurs, ça c'est un défaut dans le vin. Voilà, on peut lier les Il y souvenirs. en a qui mettent de la colle Cléopâtre dans le Non, mais c'est un marqueur. Ouais. Ouais, c'est marrant cette connexion qu'on a Ouais. finalement au travers de certains sens. Bon, de toute façon, ça... Et qui ne sont pas en fait les mêmes pour toutes les générations. Si tu parles de colle Cléopâtre à mon fils aujourd'hui... Oui, ça c'est des références, un peu comme la musique, on n'a pas tous écouté la même chose, mais par contre c'est drôle comme on voit émerger ce que moi j'appelle des profils sensoriels ou des affinités sensorielles, c'est-à-dire que... par exemple, on est une table de 4 amis, imaginons qu'il y a une personne en plus, de suite, même si on se connaît pas, on va partir dans un discours en disant, par exemple, moi j'aime pas du tout comment ça s'appelle là, les crèmes aux œufs, Les La îles crème flottantes. Ouais. Ah non, pas les îles ou flottantes. par exemple l'île flottante, très bien. J'aime pas du tout les îles flottantes parce que J'adore ça. pas par rapport au goût, mais par rapport au toucher, tu vois, ce côté hyper aérien qui se et Moi, j'adore. Oh, voilà, moi aussi. Je imaginons sais ce que vous- je prends en dessert après la dégustation. Et pourquoi il y a des personnes qui vont être attirées par ce toucher là du dessert, qui vont se dire ah mais si, moi c'est parce que justement j'adore ce côté hyper léger aérien qui vient de façon un peu mousseuse s'aplatir en bouche, et il y a des personnes qui vont pas du tout être sensibles à ça. Alors, t'aimes pas non plus les chamallows. Ah non. Oh, Non. C'est marrant quand tu parles je de sais pas ça. si on va continuer Et cette puis, collaboration. on n'ira pas trop dans le détail parce qu'il faut quand même en laisser pour les Ouais. prochains podcasts. Et on va revenir sur cette bouteille que tu as amenée. Il y a sur ces sens, il y a 2 produits comme ça qui me viennent vraiment tout de suite à l'esprit. C'est le vin et le pain. Ouais. Ou 2 produits où, alors peut-être même encore plus le pain parce qu'il va y avoir le toucher qu'on n'aura pas avec le vin. Mais c'est 2 produits où globalement on a les 5 sens qui vont être mobilisés. Ouais, alors, aparté, il y a le toucher dans le vin. Ah bon? Quand tu trouves un vin râpeux,
Ouais. C'est du toucher. Il y a beaucoup de toucher. On l'a moins mis en avant, mais je suis très attachée à parler du toucher dans le vin. Mais c'est important. Ah ouais, alors là, tu m'apprends. Ouais, ouais, ok. Mais oui, le rapport au pain, d'ailleurs, quand je fais de la formation pour les personnes qui font du pain, en fait, la première fois où je l'ai eu fait, c'était génial parce que j'ai découvert tous ces parallèles. La vue, déjà parce que tu analyses la croûte, tu vois, la croûte et la mie. La mie, est-ce qu'elle est aérée, est-ce qu'elle est compacte, est-ce qu'elle est collante, est-ce qu'elle est sèche, tu vois. Donc déjà, toute cette étape de vue. Après, il faut sentir une croûte de pain suivant la farine, suivant l'intensité de la chauffe, n'aura pas la même odeur. Ça peut être des fois un peu brioché, et des fois ça peut être beaucoup plus finalement vert, comme si on était resté dans le champ à cueillir le blé. Enfin voilà, tous les parallèles y sont effectivement. Et puis le bruit quand on va. Oui, le bruit. Alors voilà, ça par contre par rapport au vin, il y aurait pas. Ouais. Quand si tu as une meule de pain, effectivement le craquant, le croustillant quand tu vas ouvrir un pain, t'as ce bruit, mais on n'a pas vraiment le l'ouïe dans le vin, hormis le fait un peu peut-être tiré par les cheveux pour certains de devoir se mettre dans sa bulle et de ne pas écouter l'extérieur pour déguster. Mais j'ai une dernière question après on se termine et on va sur cette bouteille. C'est quoi vous allez la table, c'est un moment important pour toi? Ouais. Ah mon Dieu, oui. Parce que tous tes sens sont mobilisés. Ah non, ouais, mais ça, j'adore. Moi, si je pouvais passer ma vie pro et perso à juste parler de tout ce qui peut se consommer, ça serait mon rêve éternel. Et puis dans le quotidien, parce que j'adore cuisiner, rassembler les gens, j'adore ça. Moi, la table, c'est le centre de ma vie, quoi. Enfin, j'aime... Non, mais j'aime manger, j'aime tester, j'aime recevoir les gens. En fait, personnellement, j'aime savoir que mes proches sont bien, et moi, je sais qu'ils sont bien quand je les mets à table. Ouais, c'est le côté italien, peut-être, mais... C'est fou, on revient sur l'essence, c'est... On goûte des choses, on a des odeurs, on voit une belle table, et puis en plus, il y a d'autres sentiments qui se rajoutent, d'être ensemble, de rire, de s'engueuler, Ah ouais, complet. Et moi, je n'arrive pas à faire à manger sans faire une belle assiette, par exemple. Impossible. Même si c'est... assembler des restes, mettre un beau filet, un petit peu le persil et des petites graines, faut que ça soit esthétiquement joli, même si c'est pour le quotidien, par exemple. Et on va venir manger chez toi, Julie. On va faire une capsule, on vient manger chez Julie. Oui, mais passons à la dégustation. Non, mais c'est un autre épisode, il a pas encore compris. Oui. Ah oui, c'est un autre épisode. Bon, ok, on comprend. Pour les auditeurs, donc il y a cette collaboration où on va parler un petit peu, beaucoup d'essence. Et Julie va nous proposer une capsule tous les mois. Et elle va nous faire... tu vas nous faire déguster quoi? Parce que donc, si j'ai bien tout suivi, il n'y a pas que du vin. Dans l'idée, il n'y aurait pas que du vin. Ok. On laisse place au suspense sur ce qu'on pourrait être capable de présenter. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir un moment entre nous, dégustation, sur un produit connu ou même moins connu, ou un produit qui peut interpeller, où on a envie de passer au crible justement de cette sensorialité et d'avoir une proposition, une mise en lumière autre que la consommation, en fait. Ça va être ça la grande différence entre dégustation et consommation d'un produit, que ce soit du vin ou autre. C'est pas problématique pour quelqu'un comme toi qui est très attaché au sens de proposer des dégustations sur... une vidéo, sur un podcast, c'est pas un peu frustrant de présenter ça et de se dire, en fait, la personne en face, elle n'a pas les mains dedans, le nez au-dessus. Hein. Oui, mais elle pourra acheter le produit pour écouter et le faire en même temps que nous. Ouais. Ou, enfin, oui, parce qu'en fait, tu peux réécouter les audios, enfin, le podcast. Donc, première fois si ça donne envie, une deuxième fois avec le produit. Ah, c'est bien vu, c'est pour malin. Vivre cette expérience. Et si vous avez des produits à nous partager pour lesquels vous voulez qu'on communique, on a une grille tarifaire. Il fallait quand même faire un petit peu la com. Non, c'est pas, on n'a encore rien prévu, mais on est preneur si vous voulez envoyer des produits. Je pense que si on voit la vidéo de ma tête à ce moment-là, j'ai dû faire « Ah ouais, il l'ose !» Bon, on mettra cette partie-là sur les réseaux sociaux.
Si on va recevoir de tout, genre un pitch. Un pitch au chocolat. Julie, est-ce que tu peux nous déguster? Parce que ça serait trop drôle, les capsules, que ça soit des produits phares que tout le monde connaît et qui parlent un pitch. Ouais, un pitch au Nutella. Un pitch, il y a différentes textures dedans. Alors les auditeurs, si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas dans les commentaires, on est preneurs. Ouais, Si juste c'est pas un peu la banane délirant. Haribo, s'il vous plaît. Bah 1er avril, banane Haribo, on vous l'annonce tout de suite. Je sais qu'avec Julien, on est d'accord là-dessus. On était très enthousiastes à l'idée de faire cette collaboration parce que c'est aussi le but de nos collabs avec Wavestoria, c'est d'amener dans des domaines que nous, bien évidemment, on maîtrise pas, et puis dans des domaines qui nous sauteraient pas à la figure. Une œnologue qui va nous parler de vin, c'est somme toute, enfin c'est simple, même si c'est incroyablement compliqué, et on dit ok, on va parler de vin, et puis tout d'un coup, en discutant avec toi, en préparant tout ça, tu me dis non, mais en fait moi j'ai pas envie de vous parler que de ça, je veux vous parler de pulls qui grattent ou de choses qu'on craque avec son pain, faire des des petites bananes. bulles, ou de la banane Ouais. Haribo, et je trouve que ça ouvre tellement de portes, et d'un autre côté, bah ça nous parle tous un petit peu. Ouais. Et c'est J'espère. bien si ça peut nous parler encore plus. Mm. Donc on a hâte de ce Ouais, premier j'espère. épisode. De pouvoir remettre de la conscience dans les expériences qu'on vit. Peut-être que vous n'aurez plus jamais au restaurant de la même façon Ah, à mais cause de ça. très fan de cette idée en tout cas. Est-ce que tu as une idée de la sortie du premier épisode? Tu nous fais ça pour quand? Mhm. J'avais dit pas de questions pièges, mais finalement, Mars ou avril. mars ou avril, ok. Mais par contre, les auditeurs vont nous retrouver tout de suite après cet épisode pour suivre notre dégustation qui promet. On se retrouve très vite en tout cas. On laisse la surprise du ou de la première invitée. Mhm. Et puis on a hâte d'être... Et en attendant d'avoir vos retours aussi suite à ce premier épisode pour savoir si d'ores et déjà il y a des pistes que je peux emprunter qui plairaient plus que d'autres sur ce sujet de la sensorialité. Envoyez-nous des papiers avec des bulles pour qu'on puisse les craquer. Julien et moi, on est fans, hein, mais Pour on a le déjà plaisir, épuisé je tous nos compte- stocks. Voilà. Donc, Pour le plaisir, je mettrai du sonore de bulles qui claquent pour Au prochain conclure cet épisode. épisode. oui. Ah oui, pour le conclure. Ouais, Ah tout de ouais, suite, ouais, là. ouais. Pour les auditeurs qui sont encore là à écouter, à nous écouter, on vous remercie. On vous retrouve très bientôt et n'oubliez pas, le prochain, là, c'est la dégustation. Si vous avez aimé l'épisode 5 étoiles comme d'hab sur Apple Podcast, moins, c'est pas besoin, ne vous fatiguez pas. Et un petit commentaire sympa, ça sera cool. Merci à tous. Au revoir Julie. Au revoir, merci à vous deux. Au revoir Jean-Raph. Bah, à Salut, tout à Julien. l'heure. à tout à l'heure, nous, puisqu'on va continuer nos podcasts. Et puis, à très bientôt. En tout cas, on a hâte d'écouter la suite. Ciao. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout? Bravo! N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.